Bonjour, ma présentation porte sur la première partie de l'évaluation des conséquences post-accident qui fait partie de la maîtrise des impacts post-accident d'un accident industriel. À titre de rappel, ce module est décliné en 5 titres et nous allons traiter dans cette présentation le troisième titre relatif à l'évaluation des conséquences post-accident. Le plan de ce module comporte 5 axes suivants. Le premier, relatif à la nature objective de l'évaluation des conséquences différées. Deuxièmement, l'établissement et mise à jour du schéma conceptuel. Le troisième, relatif à la caractérisation des milieux, prélèvement et analyse. Le quatrième, elle porte sur l'interprétation de l'état des milieux potentiellement affectés. Et le cinquième sera reporté à la prochaine présentation qui portera sur la deuxième partie de ce cours. Maintenant, quelle est la nature et quels sont les objectifs de l'évaluation des conséquences différées? Pour pouvoir évaluer les conséquences, on doit tout d'abord constater une éventuelle dégradation des milieux autour de l'installation accidentée, puis évaluer la gravité, le cas échéant. Qui dit évaluation de gravité parle de référence. Cette fois, on parle du cadre d'évaluation donné en termes de compatibilité des milieux avec les usages, c'est-à-dire que la gravité, est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est compatible pour les usages prévus? Et la gravité aussi de la substance, des sources, des voies de transfert et enjeux concernés. Et donc, pourquoi on a évalué la gravité de ces éléments? C'est tout simplement pour orienter les suites à donner. Ces suites peuvent être, on peut ne pas engager des suites, pas d'action, ou bien des actions sur les sources, les voies de transfert, ou sur les enjeux eux-mêmes à protéger par exemple, un confinement, un isolement des immeubles, ainsi de suite. Il faut noter également que cette évaluation n'est pas faite pour retarder les actions préventives, cas de prévention, des actions de prévention de réparation. Par exemple, des actions évidentes, il faut absorber les liquides répandus rapidement. Il ne faut pas attendre de mener des actions suite à cette étude, cette interprétation des milieux. Engager des actions sur la base des résultats intermédiaires clairs. Il ne faut pas attendre de finaliser, de terminer notre procédure, mais il faut engager les actions nécessaires sur la base des résultats intermédiaires clairs. Je donne un exemple pour cette partie-là. Par exemple, si on a des prélèvements que nous les envoyons à un laboratoire pour les analyser, le laboratoire lui faudra une semaine pour délivrer le rapport, mais entre-temps, pendant 2 jours, il pourra quand même nous donner un résultat sur 2 ou 3 propriétés, par exemple, de cette substance. On peut se baser sur ces résultats intermédiaires pour engager des actions entre-temps. Maintenant, l'évaluation de la conséquence doit se baser sur une démarche tout à fait évidente. Tout d'abord, il faut définir le cadre de déprédation par le biais d'un schéma conceptuel ou autre source potentielle. Et il faut se baser sur des référentiels pour l'interprétation des états de milieu et l'évaluation des risques sanitaires qui s'appliquent dans le cas d'espèce. Deuxièmement, il faut passer à la caractérisation des milieux par le biais de prélèvements et analyses. Ensuite, on parlera de l'interprétation tout juste. Il faut commencer par l'IEM. Cette interprétation débouche sur trois possibilités. Soit on juge qu'il n'y a pas d'impact, dans ce cas, on n'engagera aucune action,
ou bien on juge que l'état il est mauvais, l'état des milieux il est mauvais. Dans ce cas, il faut mettre en œuvre un plan de gestion où les résultats ne sont pas clairs. Il faut faire une évaluation des risques sanitaires. Alors, pour ce premier, il est acceptable, pas acceptable. Pour ce dernier-là, pour l'interprétation, pour l'évaluation des risques sanitaires, il faut toujours se référer au référentiel correspondant. Principe des études, il faut noter la spécificité, la proportionnalité. Chaque gravité correspond à un impact avec des seuils. Et la prudence, il faut être prudent lors d'un prélèvement, des mesures à engager entre-temps et une lecture bien appropriée des résultats. Et il faut être transparent. Mais il faut faire attention en même temps qu'il ne faut pas être totalement, il faut dire toute la réalité aux populations. Il y a des discours, des informations qu'il ne fallait pas les divulguer. Et présenter humblement les incertitudes, en tirer des conséquences, approfondissement de l'évaluation, mesures de précaution. Dans le cadre de la démarche d'évaluation des conséquences, on va se pencher maintenant sur la caractérisation des milieux, et ce à travers les prélèvements et analyses. C'est le troisième point. Pour les prélèvements et les analyses, on a des objectifs. Le premier, c'est d'abord d'orienter vers la meilleure prise de décision en cas d'accident majeur. C'est l'objectif premier majeur, soi-disant, des prélèvements et des analyses, et comprendre comment l'accident s'est produit. À travers ces prélèvements, on comprend comment l'accident s'est produit et les résultats, bien sûr, de ces prélèvements. Déterminer si l'environnement a été affecté par les polluants, hein, c'est les résultats des analyses toujours, et donner des preuves en cas d'enquête judiciaire, parce que si on dresse un PV pour l'envoyer aux instances judiciaires compétentes, il faut appuyer cette demande, ce dossier par des preuves. Dans ce cas, ce ne serait que des rapports d'analyse délivrés par les laboratoires compétents. Alors, la démarche et cas d'interprétation, ce qu'on appelle le plan d'investigation. Pour faire ce plan d'investigation, on se base sur des référentiels et méthodes d'interprétation. Les référentiels, on pourrait citer les normes, les guides correspondants, et les méthodes d'interprétation aussi, il doit être harmonisé, il doit être indiqué quelque part dans ces référentiels pour que l'interprétation soit unifiée et harmonisée entre les différents intervenants. Les milieux, les substances. Milieu, c'est l'identification des milieux susceptibles d'être affectés par l'accident. C'est à la base de ces référentiels qu'on peut deviner quels sont les milieux les plus impactés. Les substances, en fonction de l'accident, on pourra déterminer les substances polluantes dégagées. C'est toujours les référentiels pouvant nous donner un appui important pour définir ces substances. Et le seuil de détection, toujours, il est associé, c'est la qualité, soi-disant, et la qualité, c'est la quantité. Le seuil de détection, c'est la quantité minimale qui peut être détectée par un instrument de mesure. Ça, c'est une propriété de l'instrument de mesure. Et les méthodes, bien sûr, les méthodes de prélèvement et d'analyse, sont généralement décrites dans ces référentiels. Il ne faut pas penser que ces méthodes sont au hasard. N'importe qui peut faire des prélèvements arbitrairement, mais il faut se référer au référentiel pour que la méthode donne des bons résultats par suite de bons jugements et de bonnes actions à prendre. D'après, il y a des objectifs, modèles conceptuels, comme celui qu'on a cité dans les slides précédents. La modélisation de transfert, c'est la dispersion atmosphérique et hydrogéologique, en définissant la zone d'impact, les témoins et les profondeurs.
ces éléments-là, ces notions, on va les traiter davantage dans les slides prochains, dans les prochains slides. Et les points de surveillance périodiques préexistants, il y a des points de surveillance, il faut collecter les informations déjà enregistrées qui vont nous aider à mieux mener cette expertise-là. Il y a la possibilité analytique, capacité et seuil de détection. Ici, j'aimerais bien mettre une pause pour vous expliquer un peu c'est quoi l'utilité et l'importance du seuil de détection. On ne pourra pas utiliser un instrument de mesure qui ne détecte pas, qui n'arrive pas à une quantité minimale escomptée, parce que cette quantité, ce seuil-là, il est, par exemple, un instrument de mesure qui arrive à la détection d'1 milligramme ou bien 10 mg par kilo d'une substance chimique, mais le seuil au-dessus duquel la gravité ou bien l'impact, elle est là, elle est au-dessous de cette valeur. Alors, il n'est pas utile d'utiliser un instrument de mesure qui n'a pas la capacité d'aller plus bas et de dépasser le seuil minimal de détection. Maintenant, une notion très importante, c'est la temporalité. Alors, les prélèvements et analyses doivent se faire le plus tôt possible pour avoir une représentativité de l'impact au plus près de la source. Exemple, prélèvement conservatoire sur fumée et eau incendie. C'est conservatoire parce qu'on ne pourra pas faire toutes les analyses à l'instant T0, mais on doit les conserver si possible pour les analyses ensuite. La première info rapide pour engager des mesures de prévention, peut-être suite aux analyses, ou bien info des vidéos, ou bien des enregistrements sur place, ou bien la population pourra nous aider, nous éclairer sur la nature de l'accident. C'est aussi pour une meilleure détection des substances libérées, c'est plus concentré, les substances les plus concentrées. Alors, les milieux non encore affectés mais susceptibles de le devenir sont des zones témoins. Alors, en cas d'impossibilité d'analyse rapide, comme j'ai souligné, assurer la bonne conservation des échantillons. Maintenant, le choix des substances et des milieux à investiguer. Tout d'abord, la substance issue de l'accident, c'est le produit de départ de l'accident. De dégradation, ça veut dire que la transformation du produit de départ à cause de l'accident. De combustion incomplète, il faut se rappeler de cette notion combustion incomplète, c'est le cas d'HAP et dioxine. Pour ce faire, il est mentionné ici un référentiel très important qu'il faut se référer, il faut utiliser sur lequel il faut se baser pour mieux comprendre ces éléments, le produit de départ, de dégradation. Lorsqu'on a un incendie, les produits de départ ne vont pas demeurer dans la même structure chimique, ils vont se dégrader. Est-ce que cette dégradation porte des problèmes? Est-ce qu'elle a des conséquences différées? Est-ce qu'elle a tout ça, il est bien dit dans le référentiel. Les zones potentiellement affectées, les zones, on distingue zones potentiellement affectées ou bien les zones témoins. Alors, qui dit zone, dit localisation, forme de l'émission, observation et vidéo du panache. Ça pourrait évidemment nous aider à définir c'est quoi la zone potentiellement affectée, les zones témoins, des écoulements, données météorologiques, possibilité de transfert aérien ou à queue pour les substances dégagées, ces substances-là, et aussi les témoignages de la population qui ont été plus près, et la modélisation des retombées ou des dispersions de fumée ou de poussière. Alors, les milieux d'exposition, il faut bien se rappeler de ces milieux. Il s'agit bien du sol,
alors la poussière en intérieur, les eaux de surface et souterraines aussi sont des milieux. Alors les denrées alimentaires aussi peuvent accumuler des substances dangereuses issues de l'accident. C'est le cas des plantes, viande, œufs et lait. On va traiter ces éléments-là dans les futurs slides. Maintenant, pour une question fondamentale, où prélever? C'est primordial dans la connaissance, il est très il est importante. Maintenant, ce schéma-là présente les zones affectées et la zone affectée et la zone témoin. La zone affectée, toujours, elle est en fonction de la direction et du sens du vent dominant. Bien sûr, lors de l'accident. Il faut bien spécifier un rayon au-delà duquel la concentration au niveau du sol ne sont plus significatifs. Pour cela, pour connaître ce rayon, il faut soit se baser sur la modélisation du panache. On sait le modèle du panache en fonction de plusieurs paramètres, dont notamment les données météorologiques. Si le vent il est simple ou bien le vent il est, c'est les propriétés météorologiques en général, plus géographique, la géographie, la géologie, tout ça, joue un rôle important dans la détermination du sens du panache. Et aussi, il faut prendre des prélèvements dans la zone témoin pour pouvoir faire une comparaison entre témoin et la zone potentiellement affectée. Cette présentation, ce slide, il porte sur une notion, porte sur une modélisation qui est la plus utilisée dans ce cas pour les modèles de panache, c'est la modélisation gaussienne. Comme vous le voyez ici, c'est une sorte de cône de forme conique. Et après, on trouve cette propagation avec moins de concentration. De plus en plus, on s'éloigne de la source du cheminée. De plus, les particules et la fumée se dispersent grâce, bien sûr, aux conditions météorologiques. Alors, le modèle gaussien, c'est le plus utilisé, c'est la loi normale. Pour le paramètre, ce n'est pas facile pour le paramétrage. Il intègre certains paramètres, à savoir les reliefs, bâtiment simple, les formules analytiques de concentration sont en régime permanent. Ça veut dire régime permanent, ça veut dire en fonction de température, fonction de temps, le paramètre T. C, X, Y, c'est la concentration. Possibilité de moyenne dans le temps, ça c'est le régime permanent. Et les conditions particules fines, c'est inférieur à 5 microgrammes. Alors, distance, 5 micromètres, désolé. C'est au vu de la dimension. Et la distance, c'est de 200 mètres à 10 km pour le vent simple. Et les paramètres de stabilité, de vent et de relief. Alors, il faut, pour paramétrer, pour introduire, pour avoir une bonne modélisation de la dispersion du panache, il faut bien introduire, il faut bien alimenter la formule C, X, Y, Z par les paramètres justes. Il y a d'autres alternatives, à savoir le modèle boîte, qui est plus simple, ou bien la modélisation 3 dimensions, qui est plus complexe, qui consiste à un maillage 3 dimensions. Et qui dit petit pas, dit qu'il faut disposer d'un computer, d'un PC qui est plus robuste, qui permet de gérer ce genre de formule qui nécessite des petits pas, ça veut dire avec des itérations, avec des fréquences très importantes. Alors, c'est plus complexe, la modélisation 3 dimensions. Il faut se référer dans ce cas pour, vous avez un référentiel qui pourra vous être utile dans cette partie-là. Alors, cette photo représente plusieurs panaches, ne sont pas simultanés. Et c'est produite dans des périodes différentes. Et les couleurs représentent tout simplement
le niveau de concentration des polluants. Et ici, on voit plus de concentration, de plus en plus on s'éloigne, on trouve moins de concentration. Alors, je vous ferai par le pointeur une schématisation du modèle gaussien qui est comme celui-là, en prenant l'axe X, comme celui-là, l'axe X, prenons l'axe X ici, et l'axe Y représentant la concentration. Alors, pour l'axe X, c'est tout simplement l'éloignement par rapport à la ligne médiane. Et le modèle gaussien, il est comme ça. On trouve un pic dans la ligne médiane. C'est tout simplement, c'est les figures ici, ça c'est la ligne médiane. On trouve plus de concentration, plus on s'éloigne de la ligne médiane, plus la concentration est faible. Maintenant, la modélisation des dépôts depuis un panache, flux massique de polluants déposés en kilogrammes mètre carré seconde, qui dit flux parle de notion temps. Massique, c'est kilogramme, et la notion surface, c'est le dépôt. Lorsqu'on parle de dépôt des polluants, on parle de la zone de dépôt, c'est la surface. Alors, on distingue entre dépôt sec et un dépôt humide. Pour le dépôt sec, c'est par diffusion, gaz, ici sur le PM, c'est particules matter, c'est les particules en suspension, par gravité, et les paramètres, c'est les vitesses du dépôt. Pour le dépôt humide, ici c'est le cas de lessivage, par les précipitations, et le paramètre important à noter, c'est le coefficient de lessivage. Maintenant, aussi un autre diapositive qui parle aussi de où prélever, la stratégie de prélèvement en fonction des conditions météorologiques. Cette fois-ci, on a 3 cas de figure, soit en présence de vent avec une direction clairement identifiée, le cas ici de 37, c'est la direction et c'est le sens du vent dominant. Le deuxième cas concerne l'absence du vent établi, forte variabilité dans la direction du vent, avec une vitesse faible. Alors, pas de direction déterminée de vent dominant. Et le troisième, si une modélisation est réalisée, l'échantillonnage réalisé selon la modélisation de la dissipation atmosphérique au droit des zones impactées et zones témoins. Alors, je me rectifie, c'est juste les deux avec vent dominant et en l'absence de vent dominant. Et les étoiles représentent, ça c'est le site, la zone témoin et les prélèvements qu'il fallait les faire. La même chose, lorsque l'absence de vent établie, les prélèvements se feront sur des lignes de deux cercles concentriques de distance maximale de 500 mètres et une cercle concentrique aussi de distance 1 km jusqu'à 5 km pour la constitution de la zone témoin. Maintenant, le quatrième point, c'est la réalisation des prélèvements et analyses. Il faut tout d'abord confirmer, avant d'opérer les prélèvements et les analyses, il faut tout d'abord confirmer les capacités avec les laboratoires d'analyse. Donc, l'agrément par substance, détection et délai. Alors, les autorités responsables de l'interprétation d'état des milieux, les gens qui doivent faire ces prélèvements et ces analyses, doivent tout d'abord avoir une liste des laboratoires qui est par substance. Lorsqu'on dit par substance, c'est tout simplement la portée d'agrément de ces laboratoires. Il y a des laboratoires qui peuvent faire des analyses sur 5 substances, il y a des laboratoires qui ont plus de compétences, ils peuvent faire des analyses sur plusieurs substances. Alors, c'est la portée d'agrément. Puis, on l'associe à un seuil de détection. Il y a des laboratoires qui font les analyses sur la substance, mais pour d'autres fins, ils se contentent des instruments de mesure qui détectent jusqu'à un seuil qui ne nous intéresse pas. Et il y a aussi la notion de délai auquel il faut faire attention. Maintenant, il faut communiquer avec les labos sur les protocoles de prélèvement. Il faut établir une étroite coopération avec les laboratoires de manière continue.
c'est pour tout simplement pour définir les modes et supports de prélèvement sur le terrain. On fait un prélèvement, comment, et si l'on veut le transférer, quelles sont les conditions à respecter pour le transfert correctement au laboratoire pendant, bien sûr, une longue distance qui va être parcourue avec des données météorologiques. Comment le conserver? Tout ça doit être discuté avec le laboratoire. Enregistrer les informations utiles sur une fiche de prélèvement. Moi, je dirais qu'il faut toujours accompagner les prélèvements avec cette fiche-là, qu'on va la voir de plus en détail dans les futurs slides, qui détermine tout simplement les caractéristiques opératoires concernant la profondeur du sol, le débit de pompe, les caractéristiques du milieu prélevé, nature, traces de pollution, usage des milieux prélevés et les observations générales. Anticipation avant l'accident, tout simplement engagement de labo sur délai d'urgence, seuil, coût associé. Parce que le laboratoire doit être alerté que en cas d'urgence, il faut prioriser vos analyses. Il faut qu'il priorise vos analyses. Sinon, ils n'auront pas d'utilité. Et BEST Labo, le labo de surveillance environnementale, pour comparabilité des données. Alors, tout simplement ici, les laboratoires doivent mener des campagnes d'intercomparaison. C'est une notion fondamentale dans l'accréditation des laboratoires pour un peu s'assurer pour nous, en tant que clients, que les laboratoires, que ce laboratoire avec lequel on travaille, il donne des bons résultats. Pour ce faire, l'accréditation, qui est très importante dans ce sens, il oblige les laboratoires de mener des campagnes d'intercomparaison en prenant même produit et en l'analysant dans différents laboratoires, puis on compare les résultats. Il faut qu'ils soient les mêmes ou bien un peu une variance admissible. Aussi, l'anticipation avant accident, toujours, il faut penser au protocole et plan d'investigation. En France, il y a les réseaux de labo pour urgence et les réseaux intervenant en situation post-accidentelle. Alors, c'est bien nuancé. Maintenant, les outils de mesure. Alors, on trouve pour l'air, poussière ou bien les fractions gazeuses. Pour la poussière, on a les frottis, des prélèvements actifs sur des filtres ou bien des collectes de retombées. Les retombées sont les jauges on et les prélèvements sur de la poussière, on peut faire par frottis si le retombé sur les vitres. Même chose pour les fractions gazeuses, soit des prélèvements actifs sur ces pores absorbants, c'est à base de charbon actif, ou bien des prélèvements passifs non spécifiques, c'est le canistre. Vous pouvez faire plus de recherches en fonction de substance, en fonction de type de transfert. On doit disposer de l'instrument de mesure adéquat. Maintenant, pour le prélèvement, pour le post-accident, pour le sol, il faut faire prélever à une profondeur de 2 à 5 centimes pour des pores récents. Et pour les sols labourés, il faut faire faire des prélèvements jusqu'aux 30 centimes. Aussi, il faut faire un échantillon moyen, composite par poids. Pour les végétaux et aliments, l'espèce similaire dans zone affectée, zone témoin, il faut prélever comme ça dans les deux zones, et éventuellement les animaux d'élevage présents. Réfléchir avant au référentiel. Parce que les référentiels nous aident beaucoup et nous guident dans ce volet de prélèvement. Même chose aussi pour l'eau de surface. L'eau de surface en amont et en aval du rejet accidentel, des produits d'eau d'extraction et l'eau d'extinction aussi dans leur bassin de rétention pour l'identification des produits émis. Ça nous donnera une idée générale déjà sur la nature des polluants. Pour le prélèvement, pour le post-accident, cette fois-ci pour les eaux souterraines, on a ces deux figures
La première, elle montre l'agent sinistre, ou bien la société qui a eu l'accident, qui a eu l'accident. Cette fois-ci, on a fait deux piézomètres, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas parlant. On ne pourrait même pas connaître le son de décollement avec deux piézomètres, de la nécessité de mettre trois piézomètres, axe principal différé. Alors, ça, c'est ligne de courant, axe principal. Pour les deux piézomètres, ça ne pourra nous informer que sur le niveau d'eau souterraine, niveau bas ou bien niveau haut, mais ne donnera pas certainement d'informations sur le son du collement. La fiche de prélèvement sol de surface, de sol de surface. Alors, c'est la fiche dont on a parlé dans le slide précédent. Il accompagne les prélèvements. Tout simplement, ici, on donne plus d'informations sur l'accident, une sorte de narration, toutes sortes d'informations utiles. Maintenant, vous pouvez lire ça à tête reposée. Hein. La rivière, la riveraine du point 13 a travaillé à l'extérieur dès 15 h du matin. C'est une narration, c'est juste une description de l'accident en fonction de temps. Puis, on a aussi d'autres points, le point XX, qui est les pratiques de culture, qui parle aussi de l'emploi des pesticides, des films plastiques sur champ, puis brûlés, autoroute, talus, chemin. Tout ça, c'est les sources secondaires, ou bien toute autre information utile doit être ajoutée pour aider à l'interprétation. Alors maintenant, les sources dont on avait parlé, les référentiels, elles sont bien listées ici. Vous pouvez les consulter pour plus d'informations sur l'approche prélèvement et analyse pour le post-accident. Les travaux, maintenant c'est une sorte de succession, fonction temporelle. Maintenant, après avoir rassemblé les informations, phase de feu, fumée, vent dominant, il y a aussi, on mène une campagne d'échantillonnage exploratoire, le G0, plus 3 semaines. La modélisation de la dispersion du fumée produit lors de l'incendie pour quantifier les risques aigus lors du passage du nuage et des sondes d'impact. Aussi, l'analyse quantitative par screening sur les échantillons prélevés. L'objectif, c'est l'identification des substances susceptibles de s'être déposées au sol suite à l'incendie. Et enfin, c'est pour faire un programme pour une évaluation quantifiée plus complète. Mais maintenant, c'est quoi le rapport entre ce premier point et le deuxième? Aussi, ces deux dernières phases. Le rassemblement d'infos et la campagne d'échantillonnage vont nous aider à l'identification des zones potentiellement affectées et faire des hypothèses sur les substances. Si je m'exprime autrement dit, avant de passer à la campagne d'échantillonnage, juste après avoir rassemblé les infos, il faut identifier les zones potentiellement affectées. C'est le sort de narration dont on a parlé dans la fiche. Vous avez des témoignages de la population, vous pouvez des enregistrements vidéo, simplement vous pouvez identifier quelles sont les zones potentiellement affectées ou non et faire des hypothèses sur les substances en fonction du type de fumée et du type de combustion. Alors maintenant, c'est quoi le rapport entre l'analyse qualitative et le programme évaluation quantifiée? Tout simplement, c'est la confirmation des zones potentiellement affectées et témoins et l'identification des substances. Maintenant, c'est tout simplement cette présentation sur l'échantillonnage conservatoire et exploratoire. Maintenant, c'est un cas d'accident qu'on va l'entamer maintenant. Nous avons un site et nous avons des cônes est
avec un nombre de prélèvements, avec les deux sens du vent dominant, phase fumée, nous avons deux sens de vent dominant à 30 degrés. Hein, nous avons ici le 0 degré, 30 degrés dans les deux sens. Et ici, nous avons le sol témoin. Une représentation satellite, elle ressemble à cette image. Ici, dans les deux côtés, comme j'ai souligné dans les slides précédents, c'est les deux sens, les deux angles du vent dominant, avec symbolisation du ciel avec un triangle jaune et les prélèvements sont pour les végétations. Trois prélèvements. Les prélèvements sont tous effectués dans les zones affectées ou bien balayées par le panache. On va traiter davantage, on va continuer cet exercice. Cette fois-ci, il faut noter que la phase du feu, on note très bien trois phases: phase de développement, phase de croissance, phase feu que vent. Alors, juste à titre de rappel, les phases de feu, les différentes phases distinguées lors d'un incendie et qui sont caractérisées par l'élévation de la température et en fonction de temps. Alors, on cite la phase d'initiation. Hein, ça, c'est très important à noter parce que ça donne une idée sur les types des substances dégagées. Tout d'abord, la phase d'initiation, ce n'est que le début de la combustion, passe par la fumée, mais il n'y a pas encore de flamme, car la température est quasiment nulle. La deuxième phase, c'est la phase de croissance, présence de flamme, quantité suffisante d'oxygène, mais si le local est fermé, le feu ne va pas... le feu ne va pas avoir lieu et par manque d'air ou parfaitement étanche après de fortes émissions de fumée. Alors, la zone de décroissance, elle est marquée par une zone fermée ou bien étanche. Il y a un manque d'air, ce qui fait que la combustion va dégager plus de fumée. C'est la phase de croissance. C'est la même chose ici pour la phase de décroissant et le feu couvant. Donc, une petite lecture rapide de ce tableau. La phase de feu, développer, décroissant, feu couvant. Nous trouvons la nature des substances, soit des imbrûlés, soit des produits volatilisés aux produits de combustion. Les imbrûlés sous format de débris, particules, gouttelettes. Alors, si le feu il est couvant, on ne va pas trouver des imbrûlés. Déjà, il n'y a pas de feu. Décroissant potentiellement important, mais au cours du développement, pas d'information potentiellement important à faible. Maintenant, c'est pour le produit volatilisé, à savoir les phytosanitaires, phtalates, dioxynaires, HP. Alors, lorsqu'on a la phase de feu décroissant, feu couvant, on a plus de fumée. Ça veut dire que ces substances sont plus importantes lorsqu'il y a plus de fumée. Et lorsque le feu est développé, il est en pleine combustion, on trouve que la concentration est faible. C'est pour cette raison qu'on dirait parfois il vaut mieux de laisser brûler que de le limiter, de le confiner, et comme ça on aura plus de fumée, ce qui va certainement engendrer plus de polluants de ce type-là. Maintenant, on est en quatrième axe, l'interprétation des états de milieu potentiellement affectés. Les objectifs, c'est à partir de mesures dans les milieux d'exposition, on détermine si les émissions de l'accident ont occasionné une dégradation des milieux et déterminer si l'état actuel des milieux est compatible avec les usages, en se basant bien sûr, en se rappelant toujours du schéma conceptuel. Et enfin, il faut adapter l'évaluation et gestion à l'état actuel des milieux, renforcer la surveillance si un milieu est dégradé par une substance émise, et mener des actions de réduction des impacts dosés selon le besoin.
la démarche de l'IEM. Alors, la démarche, il suit ce logigramme. Tout d'abord, il faut mener une comparaison de l'état actuel et l'état initial. Si on a une évaluation défavorable, on fait la comparaison à l'environnement local témoin, après le sinistre. Après, on évalue, si le milieu est dégradé, on va chercher les valeurs réglementaires de gestion disponibles, c'est-à-dire les valeurs trouvées, on les compare avec les valeurs réglementaires. S'ils sont dépassés, on va mener directement un plan de gestion des milieux pollués. Donc, on va revenir dans la lecture pour voir les normes. Si l'évolution défavorable, non. Fin de processus, tout simplement, en assurant que les sources sont maîtrisées, que les émissions futures ne remettent pas de cause. Si la comparaison, si le milieu n'est pas dégradé après la comparaison d'environnement local témoin, on arrête. Si les valeurs réglementaires de gestion disponibles ne sont pas dépassées, on arrête. Si le milieu est dégradé, oui, mais les valeurs de réglementation ne sont pas disponibles, il faut se référer cette fois à l'utilisation de la grille UM que nous avons vérifiée, nous avons eu l'occasion de la traiter dans le slide prochain. Il se base, il a cette notion, définit cette notion, la notion de caution de danger et la notion d'évaluation de risque sanitaire par substance et milieu. Dès qu'un des quatre référentiels est respecté, la procédure d'évaluation s'arrête. Milieu compatible avec son usage, on ne doit pas mener pas d'action tant que la source est maîtrisée. Maintenant, la comparaison à des mesures de référence. On a la comparaison à l'environnement local témoin ou bien la comparaison à l'état initial, analyse et ou analyse de la surveillance. Pour la comparaison à l'environnement local témoin, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons à l'état initial une certaine concentration. Début de l'exploration, nous avons une dégradation attribuable. Cette dégradation, c'est cette flèche rouge. Elle représente tout simplement la dégradation attribuable à l'exploitation. Période d'arrêt, on revient à la même concentration, mais après l'exploitation. C'est cette différence-là qui doit être comparée, auquel il faut associer des mesures de réduction ou de suppression du risque. Maintenant, la comparaison à l'état initial par rapport au local témoin. Pourquoi on a fait cette succession? Tout simplement, nous avons la cheminée, elle est ici, et nous avons des points qui sont au sens du vent dominant. Le A, il est dans la zone de témoin. Alors, qu'est-ce qu'on a détecté? Que l'état local témoin, il a une certaine concentration. Après la cheminée, la zone B, le cercle B, le cercle C, le cercle D, bon, on peut les exprimer ou bien à distance B, à distance C, à distance D, nous avons cette concentration qui se dégrade en fonction de la distance. Alors, pour identification des valeurs réglementaires, pour l'air, il y a des valeurs réglementaires de l'Union européenne et de l'OMS. Même chose pour l'eau, des critères de potabilité pour conso humain, toujours il y a des valeurs, les limites résiduelles de la Commission de l'Union européenne, avec ici il y a un rappel des référentiels qui vont nous servir de base pour interpréter pour identifier des valeurs de référence. Tous ici sont des référentiels pour trouver les valeurs de référence pour les valeurs réglementaires pour chaque substance et pour chaque milieu. Mais il faut noter pour les pays africains, il faut se référer à l'arsenal juridique et réglementaire du pays et le cas échéant, faut pas être, ces valeurs doivent être en parfaite cohérence avec les guides
les résultats ou bien les valeurs réglementaires de l'OMS. Dans cette quatrième, c'est la quatrième, dans cette présentation, la quatrième voie d'interprétation des états de milieu, on effectue un calcul simplifié de risque avec des hypothèses simples d'exposition des personnes. La grille de calcul IEM est montrée dans les slides suivants. Et cette grille, elle anticipe l'état, anticipe l'évaluation des risques sanitaires. Alors, ici, c'est simplement des définitions. L'ERI et les concentrations de référence, calcul du quotient de danger et l'ERI. Alors ici, il y a des guides, il y a des sources auxquelles il faut se référer. Cette grille-là, tout simplement, il définit quelles sont les actions engagées et les interprétations des résultats. Hein, si vous avez un quotient de danger inférieur à 0,2, vous avez ce résultat et vous avez certaines actions à engager, tout simplement. Il faut, même chose pour ces valeurs, ces limites de tolérance. Ces données sont disponibles dans le référentiel, à savoir celui-là ou l'autre référentiel. Maintenant, cette grille permet d'interpréter grossièrement la qualité des milieux potentiellement pollués en termes du risque compte tenu des usages de ces milieux. Il faut noter qu'il s'agit d'un calcul grossier. Non. Les paramètres du scénario, c'est la concentration de la substance dans le sol, voilà, sont des paramètres grossiers qui donnent des résultats d'études d'impact. L'interprétation des milieux auquel il faut envisager, il faut mener des actions telles que spécifiées dans la slide précédente, à savoir ces actions. Cellule effet bloqué, une feuille par substance et voie, c'est ce qu'on voit ici. C'est pour le sol, l'inhalation, végétaux, et les formules ne sont pas visibles pour cette grille-là. Les données d'exposition ajustables par l'utilisateur, ce sont ces données-là qui sont ajustables par l'utilisateur. Voilà, ça c'est un référentiel. Ça c'est le lien pour, désolé pour trouver cette grille-là et la remplir. Maintenant, on revient à notre étude de cas, cette fois-ci pour la question de l'interprétation des résultats. Pour les milieux investigués, nous avons le sol, végétaux et doses d'exposition. Nous trouvons des référentiels avec certaines substances qui devraient être retrouvées dans ces milieux-là. Les référentiels. Alors, pour le sol, nous avons la répartition spatiale, nous avons un bruit de fond, tout simplement, c'est l'accumulation des substances durant le temps et la concentration dans les sols, l'usage agricole, à titre d'exemple. Même chose pour la végétation et la dose d'exposition, c'est tout simplement la dose journalière admissible. On entend très bien, c'est la VTR qui est traduite en dose pour effet sans seuil. C'est tout simplement la VTR, c'est la valeur toxicologique de référence. Alors, pour notre cas d'étude, nous avons les produits phytosanitaires, les dioxines, l'HAP et les phtalates. Alors, vous devinez tout simplement que pour le sol, pour l'usage agricole, on va trouver tout simplement les produits phytosanitaires pour l'usage agricole, tout simplement parce que les phytosanitaires sont liés aux pesticides. Même chose pour la teneur des résiduels dans les aliments, on trouve plus de phytosanitaires. Et les HAP sont seulement des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui s'évaporent. Les phtalates, c'est l'usage agricole, c'est les phtalates, c'est généralement les industries plastiques. Et le dioxine, c'est généralement les conséquences de la combustion des hydrocarbures.
c'est ça, ce sont les croix remplies, ce qu'on a dit maintenant. Plus de cohérence entre produits, sources et comportements attendus. Et c'est ça ce qu'on a dit. C'est par exemple pour les agents agricoles, on s'attend aux produits phytosanitaires. Pour les produits, pour les végétaux, on s'attend au bruit de fond. On ne veut pas, il n'y a pas de produits de HEP. C'est généralement les résidus des décombustions et qui ne devraient pas être pour le cas de végétation. C'est le même autre source de dépôt hein, pour les phytosanitaires, les sources potentielles générales. Alors, vous pouvez deviner maintenant quelles sont les sources potentielles générales pour les phytosanitaires, agriculture. Les HAP, les autoroutes, c'est généralement les automobiles, ainsi de suite. Dioxine et furan, c'est les industries, c'est l'incinération, ainsi de suite, qui constitue une source potentielle générale. Aussi, les phtalates, c'est l'industrie plastique. Alors, source potentielle identifiée sur zone, source ou la position sur site, plus la persistance. Ça, on va le remplir dans ce tableau, on va le remplir dans le prochain slide après avoir étudié continué l'étude sur notre cas. Alors, maintenant, le site dans son environnement rappelle, ici c'est la zone affectée. Nous avons les zones urbaines, il y a l'autoroute, hein, il y a la culture, et les fruits potagers, ainsi de suite. Alors, maintenant, ce tableau qui était vide auparavant, vous pouvez deviner évidemment qu'il y a les autoroutes à côté qui peuvent être à cause des HAP, des industries, zones urbaines, voilà, tout ça. Et résumé encore, comme signalé, les phytosanitaires, c'est la culture, les sources, c'est la culture, les HAP, c'est les autoroutes, l'agglomération des industriels, et pour les phtalates, c'est la culture sur plastique, c'est les interplastiques, c'est la culture sur plastique, bien sûr, c'est les serres utilisées par les agriculteurs. Position sur site, c'est sud-ouest. Maintenant, pour l'autoroute, c'est sud-est. Voilà, c'est la position géographique. Et ici sont les valeurs trouvées fortes, ou bien la persistance, qui sont fortes pour le dioxine, c'est la combustion, c'est l'automobile, c'est à côté de la route, l'autoroute, ainsi de suite. C'est une sorte de lecture des états de milieu en fonction des différentes sources secondaires et de l'accident elle-même. Maintenant, pour notre étude de cas, des prélèvements ont été effectués. Cette fois-ci, alors pour les phytosanitaires, on trouve plus de concentration, mais cette fois-ci, ce n'est pas sur sur les deux zones affectées qui sont dessinées ou bien qui sont imposées par les vents, les sens et la direction des vents dominants. Alors, la remarque générale, c'est qu'il n'y a pas de cohérence spatiale, phytosanitaire. Les résultats qui sont trouvés ne sont pas sur les deux zones. Il n'y a pas de cohérence avec notre accident. Maintenant, c'est la concentration de dioxine. Désolé, c'est la concentration de cypermétrine, c'est déjà les phytosanitaires. On en a parlé. Maintenant, c'est la concentration de dioxine. Tout simplement, la remarque qui s'impose ici, il y a une teneur plus élevée au sud, celle-là, sous les panaches, pic de concentration, en lien a priori avec une source spécifique, profil de cogénère et différent. Ça montre une incohérence totale parce que c'est un pic ici, il n'y a pas d'autres mesures qui corrèlent dans cette zone-là
mais aussi pour la deuxième zone, qui est portée par le vent dominant. Maintenant, on passe vers les concentrations des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour les deux sens des vents dominants, elles sont marquées par une teneur plus élevée au sud, hein, cette zone-là, plus élevée, sous le panache, compatible avec un impact du fumier de l'incendie, concentration maximale 10 mg par kilo, mesure à proximité de l'autoroute. Hein, comme vous voyez ici, il y a l'autoroute et ces concentrations sont proches à l'autoroute. Pas de corrélation avec le dioxyde. Le dioxyde, on a trouvé qu'il y a un pic ici, hein, juste dans ce point-là, alors que les HAP, hein, sont loin et il n'y a pas de corrélation. Et de par les propriétés physico-chimiques similaires, on s'attend normalement à ce que les concentrations soient dans la même zone et corrèlent parfaitement. Chose qui n'est pas satisfaite dans cette étude, dans ce cas de figure. Hein. Maintenant, pour la concentration en DEHP. On trouve ici la concentration la plus importante, c'est autour du site, teneur plus élevée au sud. Sous le panache, compatible avec un impact de fumée de l'incendie, tendance à une diminution de concentration avec l'éloignement. C'est ce qu'on remarque dans ces points-là. Alors maintenant, suite à l'évaluation des milieux, on voit qu'il y a une concentration sans cohérence marquée, ce qu'on a vu dans les images précédentes, sans cohérence de point de vue géographique, par substance, valeur isolée. Hein, nous avons pour le dioxyde un pic, mais après, il n'y a pas d'autres valeurs qui sont parlantes et qui corrèlent. Ça veut dire que ce sont des valeurs isolées. Avec une zone d'impact attendue direction-distance, hein, on trouve les DHP, on trouve les HAP, on trouve les dioxines dans une zone dans une affectée, mais pas dans l'autre zone. Alors, ce sont une incohérence par rapport aux directions et la distance aussi, et une incohérence par rapport aux substances, propriétés chimiques, parce qu'on parle de HAP et dioxine, on s'attend que les retombées soient sur le même lieu, chose qui n'est pas garantie, pas satisfaisante sur ce cas de figure. Avec produits et tonnage stocké. Hein, pas de cohérence avec les produits et tonnage stockés, on s'attend à des résultats plus intenses. L'incertitude majeure. Influence de la date incertitude majeure qui se pose. Hein, pourquoi cette différence, pourquoi cette incohérence? Tout simplement, une influence de la date d'échantillonnage par rapport à l'incendie. Hein, une analyse chimique fait tôt, peut-être un référentiel de bruit de fond, agriculture non bio, l'industrie, route, qui affecte aussi les mesures, les signaux d'exposition des personnes, autoconsommation, hein, il pourrait être une contre-consommation, et l'acceptabilité des référentiels utilisés. Impact incertain au plus ténu de l'incendie sur l'environnement. Absence de VTR, absence de valeur toxicologique de référence pour beaucoup de substances sanitaires et phtalates. Comment on va réaliser l'étude, l'évaluation des risques sanitaires? Tout simplement, on ne va pas la réaliser parce qu'il y a cette incohérence et les valeurs, pour beaucoup de substances, on n'a pas de valeur toxique de référence. On ne réalise pas cette étude, on ne va pas réaliser cette évaluation des risques sanitaires. Finalement, pour conclure, pour le site, teneur dans les milieux modérés par rapport au référentiel identifié dans le bruit de fond local. On n'a pas d'impact marqué, pas d'incompatibilité constatée qualité des milieux usage et pas d'évaluation des risques sanitaires, pas d'action de réduction des risques. Les impacts locaux avec inacceptable restent possibles. Pour la démarche d'étude d'impact,
Il faut maintenant l'application de l'évaluation des milieux avant l'heure. C'est démonstration convaincue de cette démarche. Illustration aussi des limites. Protection globale, pas protection sur de chacun. Et les voies d'amélioration. Il faut être réactif, il faut réagir pendant et juste après l'accident. Info, comment? C'est info disponible sur substance en cas d'incendie et leur propriété. Ça veut dire que les intervenants devraient avoir des informations sur les substances engagées en cas d'incendie et la collecte d'infos pendant l'incendie, observation ou bien prélèvement, ce qui est important. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Aux prochaines présentations, Inch'Allah.